Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 24 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, on va parler de un joueur en particulier qui réalise une très très bonne saison. Et c'est un joueur de Minnesota, c'est évidemment D'Angelo Russell. Bon, pourquoi parler de D'Angelo Russell ? Bon, d'une part, c'est vrai que ses performances d'un point de vue individuel sont assez intéressantes, et notamment des deux côtés du terrain, c'est un peu ça la nouveauté, c'est-à-dire que ok, on a le côté offensif qui est assez intéressant, mais ça on le connaissait déjà, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette année, Russell est en train de devenir une pierre angulaire défensive des schémas de Minnesota. Donc déjà, il y a ce premier attrait très intéressant d'avoir un joueur qui est en train de changer, de se métamorphoser, presque on peut dire, dans un rôle où on l'attendait pas du tout. Et puis, d'autre part, et même surtout, pourquoi est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui ? Notamment parce que notre invité, que vous connaissez, qu'on a déjà reçu, Jérémy, de QI Basket, Jérémy Peglion, Jérémy, justement, il a écrit il y a quelque temps un article pour revenir un peu sur le cas de D'Angelo Russell. Et donc, un peu comme on avait fait la dernière fois, quand il avait écrit un article sur Rudy Gobert, on l'avait invité pour en discuter, et donc je me suis dit, on va faire la même chose sur D'Angelo Russell, qui est un joueur très intéressant. On va l'inviter pour parler de son article, et comme ça, il va pouvoir nous expliquer les recherches qu'il a pu faire, les éléments qu'il a pu trouver à la fois sur son impact défensif nouveau, mais aussi sa progression de manière plus générale, et sur son impact offensif. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de D'Angelo Russell à travers l'article de Jérémy sur QI Basket, D'Angelo Russell, le temps de la maturité. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour parler de D'Angelo Russell, un joueur assez intéressant cette saison. Et pour ça, on va s'appuyer sur un article de quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà venu sur le podcast. Et c'est évidemment Jérémy. Salut Jérémy. Salut Guillaume. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Content d'être de retour. Finalement, c'était il y a pas si longtemps qu'on a fait un premier podcast ensemble. Et puis c'était une super expérience. Plutôt content que le podcast ait plu. Donc, content de revenir ici. Bah oui, parce que je pense que les gens ont beaucoup aimé ce qu'on avait fait sur Rudy Gobert, donc si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter évidemment. Mais donc voilà, effectivement l'occasion était là aussi puisque tu as écrit un autre article très intéressant cette fois sur D'Angelo Russell, on va en parler. Alors peut-être avant qu'on rentre dans le sujet complètement, au niveau de l'actu de QI Basket, Jérémy de QI Basket évidemment, je le reprécise pas. Là vous faites pas mal de trucs en plus sur Twitch, vous faites des rendez-vous assez réguliers. Notamment il y a quelques jours là sur les équipes All Defense, c'est ça ? C'est ça. Alors on a plusieurs rendez-vous. On essaye déjà de parler MVP. C'est un sujet qui est assez large, qui nous intéresse, et donc on a lancé une série sur Twitch. On attend bientôt le second épisode qui devrait sortir bientôt. On a effectivement continué le projet de Five Live. L'idée, on vous propose en fait sur des thématiques différentes de faire des 5 majeurs, et ensuite on en discute, on détaille tout ça statistiquement, qu'est-ce qui est le plus ressorti, et le dernier épisode effectivement on parlait de 5 défensifs, et c'était cool de mettre un sujet comme la défense qui est pas tendance au milieu, et de voir que ça avait plutôt fait réagir, que ça avait plutôt plu. Et sinon, côté article, écoute, de mon côté, je viens de sortir, on en parlait en off, un article sur les Sixers, et notamment l'arrivée de James Harden et son association avec Joel Embiid, et tout ce que ça change un petit peu pour les Sixers, de Tyrese Maxey qui brille de mille feux à Tobias Harris qui fait un petit peu la gueule. Les fameux Sixers qu'on avait vu venir, le fameux pick and roll à foison Joel Embiid et James Harden. On l'a tous vu venir, ça évidemment. C'est ça, on s'est tous dit ils vont se relayer, et en fait je sais pas si j'ai vu James Harden avoir autant envie de faire équipe avec un joueur et de créer des synergies avec un joueur depuis le début de sa carrière, quoi. Ah bon, après on verra avec le temps et avec un niveau de compétition plus élevé effectivement, mais
En tout cas, il y a le bon esprit. Donc, il y a cet article-là, évidemment, que vous pouvez aller voir sur QBasket. T'as aussi écrit un article très sympathique sur LeBron James aussi, il y a quelques jours. C'est vrai. En fait, c'était la déclaration de LeBron James qui disait vouloir jouer avec son fils. Et en fait, je trouvais ça très marrant parce que je m'amuse à imaginer ce que ça impliquerait d'un point de vue de la draft, d'avoir un joueur comme LeBron, même à 40 ans, qui dit je jouerai dans telle équipe coûte que coûte si elle draft mon fils. Et donc tout ce que ça implique en termes de des équipes qui vont courir pour monter dans la draft alors qu'elles n'ont absolument pas besoin de son fils et de Bronny James qui est plutôt attendu comme un joueur de second tour, quoi. Mais qui aura la cote d'un first pick overall en fait. Parce que si quand tu le draft t'es sûr d'avoir LeBron, c'est intéressant, quoi. Je me dis, en dehors du top 5 où tu as quand même envie de voir long terme, il y a des équipes qui pourraient payer très cher pour se payer un an de LeBron James et peut-être se faire une petite chance de gagner le titre, même si c'est que sur une saison, quoi. Ah bah surtout des petits marchés, je sais pas moi, si t'es Charlotte et que tu peux avoir LeBron James, je pense que tu le fais. Mais voilà, donc allez voir sur QBasket évidemment, et aussi sur la chaîne la Twitch du coup. Et normalement, notamment c'est le dimanche soir, hein, que vous faites ça habituellement. Alors ouais, on fait du dimanche après, mais après sinon on essaye de faire de la semaine l'émission MV par exemple, on essaie de la faire. On fait venir des invités, donc on s'adapte un petit peu, mais entre lundi et jeudi soir, effectivement. Ok, donc aujourd'hui je t'ai fait venir pour un autre article que tu as écrit. Tu es très productif en ce moment, et celui-ci il s'appelle D'Angelo Russell, le temps de la maturité. Alors un peu comme la dernière fois, parce que la question que j'aime bien poser à l'auteur, puisqu'on a la chance d'avoir l'auteur en personne. D'habitude, on lit pas mal d'articles en anglais, mais là, cette fois, c'est toi, donc on te pose la question directement. Déjà, quelle est l'idée générale et surtout, quelle est ta motivation derrière le fait de vouloir écrire sur un joueur comme D'Angelo Russell ? Alors, à la base, déjà, j'avais en tête dès le début de saison que les Wolves m'intéressaient. Je me disais que c'était un petit peu l'année ou jamais pour décoller, même si je pensais pas qu'ils seraient aussi bons. Honnêtement, je m'attendais plus à les voir 9-10e. Donc j'avais envie quand même de leur accorder un article. Je voulais essayer de pas faire un article très attendu, donc juste parler de leur saison, notamment parce que on était intéressé dans l'équipe parce que donnerait Chris Finch, mais on avait déjà parlé dans les previews de ce que risquait de donner le jeu des Wolves, et on n'allait pas se répéter dans un article. J'avais pas l'impression de voir par exemple d'évolution drastique qui méritait tout un article sur Karl Anthony Towns, et en fait c'est comme je te le disais, c'est venu de toi l'idée de cet article. Tu avais fait une petite séquence il y a, je pense que c'était mi ou fin décembre, pour montrer un peu les progrès défensifs de D'Angelo Russell et notamment son activité off-ball. Et ça m'avait mis un petit peu en tête de suivre ce qui se passerait de son côté et si on allait voir sa performance se pérenniser. Et donc arrivé fin janvier, début février, je me suis dit penchons-nous sur le sujet. Et effectivement, c'était assez intéressant parce que D'Angelo Russell, sur qui j'ai jamais écrit et qui est un joueur qui est pas réputé justement notamment pour ses performances défensives, je trouvais ça plutôt cool de mettre en avant ce sujet-là et du coup d'aller un petit peu à l'encontre d'une idée reçue qui, si on parle pas en fait de ce genre de progrès, peuvent perdurer 2 ou 3 ans avant qu'on accepte de dire tiens, finalement il est plus si mauvais en défense. Et alors tu décris notamment les promesses avaient été nombreuses à l'arrivée de D'Angelo Russell à Minnesota en 2020 à l'époque, à cet échange, mais la saison suivante avait été un naufrage. Notamment l'équipe a été 25e en attaque, 28e en défense en 2021, avec à la fois Towns et D'Angelo Russell qui avaient manqué pas mal de matchs. Mais tu dis aussi que pourtant les traits d'une nouvelle ère se dessinent un peu pour les Wolves, avec notamment un D'Angelo Russell incontournable pierre à l'édifice de ce succès. Et donc c'est vrai que c'est un peu la thèse de ton article, c'est qu'on retrouve un joueur très intéressant. Alors peut-être avant qu'on commence, toi ton avis sur le joueur, tu nous as dit que tu l'avais pas trop observé par le passé. Du coup, toi t'as abordé ce thème et ces recherches et cet article vraiment dans un esprit totalement neutre, quoi. Tu sais pas trop dans quoi tu t'embarquais. Alors j'avais quand même l'image du joueur, c'est-à-dire, en fait je l'ai pas suivi aux Lakers parce que c'était un peu l'époque où franchement c'était une équipe qui était pas très agréable à suivre. Je l'ai un petit peu suivi au Nets, notamment la saison où c'était alors je sais plus laquelle c'est, mais je pense que c'est 2018-2019. Où c'est plutôt sympa, et donc j'avais, on va dire, des grands traits et des grandes idées sur D'Angelo Russell, si je devais te dire rapidement, c'est-à-dire joueur que tu vas plutôt cacher en défense, qui est un bon attaquant mais qui est malheureusement pas élite dans l'attaque du cercle et qui donc est
voilà, est limité, ne pourra pas être forcément une star, superstar, mais bon attaquant, et voilà, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Je me suis dit, bon, on va voir un petit peu comment ça a évolué. Mais t'avais pas forcément de cote d'amour très grande pour ce joueur, quoi, de base. Absolument pas, okay. Non. Ok, alors peut-être avant qu'on démarre l'article, là, on peut faire un peu un mini passif de D'Angelo Russell, si tu veux bien. Un petit retour en arrière pour expliquer où est-ce qu'on en arrive là. Il faut savoir que D'Angelo Russell, c'était quand même un plutôt bon prospect au niveau du lycée. Il était 16e de sa classe de lycéen à l'époque, donc c'était pas non plus le prospect d'élite extrêmement attendu, qui va tout casser, mais c'était quand même un plutôt bon joueur dans sa classe de draft. On rappelle, sa classe de lycéen, c'était l'année où on avait Emmanuel Mudiay, qui était considéré comme le meilleur lycéen du pays. On avait Cliff Alexander aussi. Je sais pas si tu connais Cliff Alexander, si ça te dit t'as des souvenirs ou pas. C'est à l'intérieur, ça, non? C'est ça, ouais, qui s'est complètement planté. Notamment même à Kansas, ça s'était pas passé bien du tout. Enfin bref, c'est la classe de lycéens avec Jalil Okafor, Stanley Johnson, Miles Turner, Tyus Jones, Karl Anthony Towns, évidemment, etc., etc. Et donc lui, il était 16e. Et donc voilà, c'est pas non plus un top prospect, mais très rapidement, on voit que sur la saison universitaire qu'il fait, déjà il est à Ohio State, donc il a pas mal de responsabilités parce que c'est pas non plus une grosse usine à prospect. En tout cas, c'est pas une équipe blindée comme par exemple le Kentucky de l'époque, de Karl Anthony Towns notamment, où il y avait Towns, il y avait Booker, il y avait 8 ou 10 joueurs calibre NBA. Lui, il fait pas mal de choses du côté d'Ohio State parce qu'il y a plus de place aussi, et clairement, il grimpe un peu de prospects très intéressants à carrément, il va être saison vraiment excellente à la fac, qui fait qu'il va carrément atterrir très très haut au niveau de la draft. Et notamment, je peux citer les stats de NCAA, il est quasiment à 20 points, 5 assists et 5,7 rebonds par match, ce qui est plutôt une bonne ligne de stats au niveau des chiffres bruts. 41% à 3 points sur 6,6 tentatives par match, ce qui pour la NCAA est vraiment beaucoup, surtout à cette époque-là, en 2015 donc, 2014-2015. Et même au niveau du true shooting, on est au niveau de 57% de true shooting. Et quand on le convertit en points par tir, c'est 1,14. C'est à peu près au niveau de Mike Conley cette année ou de Ja Morant. Donc on était vraiment sur un joueur avec une très très bonne efficacité. Surtout que voilà, les standards de NCAA en termes d'efficacité sont plus bas. Donc lui avec son 57%, c'était assez impressionnant. Et voilà. Et surtout, il y avait une autre chose qu'on avait vue dans cette saison universitaire que je voulais souligner, c'est évidemment le passing. Il y avait des flashs de passing extrêmement impressionnants. Et c'était un peu ce qu'il avait fait monter aussi, mine de rien, dans la draft, et qu'il a fait atterrir dans le top 3, top 2 même de la draft 2015, c'est que il y a quelques flashs par-ci par-là durant sa saison universitaire où t'as des passes un peu à la Ginobili, un peu à la James Harden parfois, ce genre de créativité incroyable, des passes qui sortent de nulle part, et c'est ce qui avait un peu aidé son cas, évidemment. Et donc voilà, il finit à être drafté deuxième par les Lakers, comme on en a parlé. À l'époque, il a que 19 ans. Donc très très jeune, même s'il sort de cette saison assez impressionnante à la fac, il a que 19 ans. Et c'est vrai que les débuts aux Lakers, on t'en a parlé un peu, ça se passe pas hyper bien. Alors mine de rien, il joue 28 minutes par match, donc c'est pas mal. Mais en termes d'efficacité, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est pas ça du tout. C'est pas catastrophique non plus, mais on est sur du 50% de true shooting, comparé à 57% à la fac. Donc, ça, il y a quand même une sacrée chute. Pour vous dire, 50% de true shooting cette année, c'est au niveau de Russell Westbrook de cette année. Donc c'est pas hyper bon. Après de mémoire, il y a quand même on va dire un ensemble qui est pas très ragoûtant autour de lui. Je crois qu'il y a la situation un peu avec Kobe, donc tout à fait, ouais. C'est la saison de Kobe où il fait son tour d'adieu. Donc oui, c'est pas très facile à gérer, ouais, effectivement. Deuxième année aussi, 2017, ça se passe pas très bien, au point même que il est échangé à Brooklyn durant cet été 2017. Alors, il est échangé aussi parce qu'il y a un salary dump avec Timofey Mozgov. En échange, il y a Brook Lopez et Kyle Kuzma qui arrivent à Los Angeles. Et donc, ensuite, on arrive très rapidement en 2018, année à Brooklyn, du coup. Le temps de jeu est pas énorme, 25 minutes par match et à peine 48 matchs dans la saison. Il y a aussi des problèmes de blessures, hein. On va peut-être y venir, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a un peu ce problème-là d'avoir des blessures parfois récurrentes. L'efficacité, elle est toujours pas là, elle est toujours aussi moyenne. Et ensuite, il y a cette fameuse année 2019. Je pense que pour beaucoup, c'est un peu, je sais pas toi ce que t'en penses, hein, qui est souvent sur Twitter et qui connaît un peu le monde des fans et comment est-ce que tout le monde ressent ça. Ça avait été un peu un tournant, mine de rien, dans sa carrière, cette année 2019,
où il était All-Star, il était 30 minutes par match, un peu le leader de cette équipe très jeune des Brooklyn Nets. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça avait quand même été un peu la révélation à l'époque. Bah, c'est déjà, je pense effectivement, c'est l'année du décollage. D'une part parce que individuellement, il prend effectivement du galon et on sent qu'il y a une progression qui est en train de se mettre en place. Il y a le statut All-Star qui arrive et puis en fait pour la première fois de sa carrière, il y a une équipe qui est compétitive et qui va dans le bon sens et qui sans avoir effectivement de joueurs de gros calibre à côté est bien coaché. Peut-être d'ailleurs la saison référence de cette équipe-là. Et effectivement, quand ton équipe commence à gagner, on te met plus en lumière et ça devient peut-être plus facile aussi. Et puis il avait que 23 ans en plus. Encore à l'époque, il avait que 23 ans. Et il était déjà All-Star avec 21 points par match, 7 assists, etc., etc. Donc bref, saison de l'explosion, entre guillemets, même s'il y a quand même certains défauts, peut-être on en parlera, mais vraiment, saison de l'éclosion, peut-être on va le formuler comme ça. Et puis dans l'été, du coup, il est échangé à Golden State dans le fameux sign and trade contre Kevin Durant, du coup. Et il fait quelques matchs à Golden State avant ensuite d'être rééchangé à Minnesota. Et donc là, on se rapproche évidemment de ton article. Trade deadline 2020, Minnesota, du coup, le récupère dans le fameux échange contre Andrew Wiggins, cette fois. Et la saison 2021, ça se passe pas hyper bien non plus. Tu le disais en intro de ton article, au niveau de la production de l'équipe en général. Et même lui, encore une fois, on retrouve ces petits problèmes de blessure, de fragilité. Il fait que 42 matchs l'an passé. Et c'est vrai que, pour un peu résumer du coup ce début de carrière très rapidement, aussi pour pointer du doigt les deux problèmes peut-être de ce début de carrière, c'est que le premier problème c'est l'efficacité au scoring, qui a jamais été élite, en tout cas qui a jamais été au niveau qu'on avait vu à la fac, et le deuxième problème c'est la défense. C'est vrai que c'était quand même un joueur assez friable en défense. Et donc, c'est là qu'on arrive sur ton article, puisque cette année, D'Angelo Russell est effectivement devenu, non, alors peut-être pas un défenseur d'élite, mais un très bon défenseur. Et donc c'est comme ça que tu attaques aussi en disant D'Angelo Russell, un défenseur enfin. Et c'est vrai que c'est un peu le gros changement cette année par rapport à avant, quoi. C'est ça. Effectivement, comme tu le dis, il arrive dans une équipe où on voit des promesses parce que il arrive enfin à porter l'équipe à la main, alors qu'il n'y avait pas vraiment ce type de profil jusqu'ici à Minnesota. Et par contre, ce qui retenait Minnesota depuis des années, c'était notamment une défense assez désastreuse. Et puis, fin d'année dernière, parce que je pense que ça part de là quand même, on a un changement de coaching staff du côté de Minnesota, l'arrivée de Chris Finch, et on sent dès le début de saison cette année que quelque chose s'est passé. Alors déjà collectivement, mais aussi individuellement pour D'Angelo Russell. Et je pense que généralement quand on estime un défenseur, la première chose qu'on regarde, c'est un petit peu son engagement physique, ce qu'on va appeler le hustle. Et effectivement, on a l'impression que D'Angelo Russell, tant dans le langage corporel que dans son efficacité sur l'homme, que dans sa capacité à gêner l'adversaire, on sent que ok, là c'est plus le même joueur et pour la première fois il se pourrait bien qu'il ait un impact positif en défense sur son équipe. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un point d'honneur de la franchise et du coach, hein, d'après les informations qu'on a eues. Et je sais que les comptes Twitter des Timberwolves relaient aussi pas mal cette info, comme quoi c'était un vrai point, comment dire, sur lequel l'équipe a beaucoup insisté sur la préparation de la saison. Donc ça s'est vu de suite. Mais c'est vrai que du coup, tu parles aussi d'un joueur qui avant, par le passé, était un peu dans l'immaturité peut-être, et surtout même dans la nonchalance, qui avait un niveau finalement pas très satisfaisant d'un point de vue défensif. Peut-être en tout début, est-ce qu'on peut faire un mini scouting report de D'Angelo Russell, qui est un poste 1-2, on peut dire ça comme ça. Toi, comment tu pourrais définir grossièrement son scouting report, notamment en défense? Alors, j'aurais tendance effectivement à reprendre les termes, notamment la nonchalance. Moi, j'avais l'impression qu'on avait un joueur qui de toute façon, ça, il ne l'aura jamais, n'était pas forcément extrêmement athlétique et n'avait pas une vitesse latérale qui lui permettait d'être ce qu'on appelle un lockdown défenseur, mais qui était couplé à probablement un manque d'envie qui était perceptible.
une tendance aussi collective de ces équipes à soit ne pas arriver à le cacher, soit tout simplement à ne pas arriver justement à combler ses limites. Donc voilà, moi je voyais plutôt un joueur qui allait être facilement exposé, qu'on allait chercher, si on aimait chasser les mismatchs, on allait chercher à mettre son ball handler principal face à D'Angelo Russell. Et puis on avait un joueur qui collectivement avait tendance à pas réellement s'impliquer. J'ai pas vu un D'Angelo Russell vocal ou qui communiquant avec ses coéquipiers. Et c'est vrai que du coup, on va y revenir, mais cette saison est assez étonnante parce que tout d'un coup, on le voit parler beaucoup et on le voit même devenir un peu un leader défensif par sa communication. Un leader vocal, ouais, même, carrément. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, pour le scouting report, tu l'as dit, un manque athlétique d'élite, peut-être, surtout en termes de mobilité, finalement. Parce qu'au niveau de la taille, il a plutôt une bonne taille, très bonne taille, pour ce poste 1. Il est à peu près à 6'4", 6'5" de haut, avec même une envergure de bras de 6'10". Donc c'est vraiment assez costaud, ce genre d'envergure pour son poste. C'est un peu, d'ailleurs, je parlais des comparaisons qu'on avait fait avec James Harden au niveau de son année de draft, c'est exactement le profil aussi de physique de James Harden, mine de rien. On peut aussi dire assez tanké, c'est pas un joueur oui. Enfin, c'est pas un joueur on va venir provoquer en mettant un coup d'épaule en se disant ça va faire un espace assez énorme. Il est plutôt solide et depuis le début de sa carrière. En tout cas, qui est devenu très costaud. Il est devenu très costaud parce que c'est vrai qu'au début c'était pas trop le cas. Quand il a débarqué, il était très jeune, mais. Oui, non, c'est vrai. Mais effectivement, il est devenu très costaud et je te rejoins sur le manque de mobilité et même je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a aussi un manque de flexibilité. J'ai l'impression, on le voit finalement assez peu descendre très bas sur ses appuis, être très flexible, très naviguer les écrans ou arriver à bien coulisser latéralement très proche du sol ou en tout cas de manière fluide et agile. Ce qui empire peut-être d'ailleurs l'impression de nonchalance qu'on a toujours eu en se disant tout à fait, ouais. Il combat pas à travers les écrans, c'est pas un joueur qui va montrer un vrai au sol, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'avec ce scouting report peu flatteur, on arrive sur un niveau de production défensive, et là je peux te lancer sur le tableau des Raptors, là, la stat des Raptors. C'est vrai que on avait quelqu'un qui avait un impact clairement négatif. Alors effectivement, alors moi j'aime bien, si vous avez déjà lu des articles de Q-Basket ou suivi le dernier podcast sur Rudy Gobert, j'aime bien les stats de All-in-One parce que je trouve que c'est généralement un bon point de départ pour donner une idée de ce que peut être un joueur et effectivement, depuis son arrivée en NBA en 2015-2016, on avait eu un joueur qui avait toujours été en deçà des moyennes de la ligue sur l'impact défensif qu'il allait avoir sur son équipe. Et un joueur qui, je veux dire, on n'était pas sur un joueur qui était légèrement en dessous la plupart du temps, on était un joueur qui était vraiment très très loin en dessous des moyennes et avec en point d'orgue effectivement cette première saison où il arrive aux Timberwolves et où sur la période il vaut à peu près c'est moins 3,7 il me semble par rapport aux moyennes de la ligue et avec toujours de manière vraiment systématique dans sa carrière un on-off qui était négatif en défense et qui du coup avait tendance à gréver, voire à complètement ruiner tous les efforts et tout le surplus offensif qu'il apportait à son équipe. Donc on était vraiment sur un joueur qui, si on ne trouvait pas des moyens très ingénieux de le cacher, comme ça a été le cas, je pense, dans sa dernière saison à Brooklyn, on avait un joueur finalement qui allait être attaqué en permanence et qui allait pas trouver les armes pour répondre et qui allait être traqué par les équipes adverses, quoi. Et quelqu'un qui, dans les chiffres, avait clairement un impact négatif. C'est un peu ça l'idée aussi, quoi. C'est que, alors, pour rappeler la stat du Raptor, donc c'est un mélange je crois, d'éléments du box score et de on-off. Mais bref, c'est une stat en all-in-one. Et du coup, c'est vrai que première année, il est à moins 1,8. Et là, on parle de points par 100 possessions comparé à la moyenne NBA. Bon bref, en gros par rapport à la moyenne, il coûtait à son équipe 2 points par 100 possessions. Première année, ensuite moins 2,5, moins 3,5 carrément, moins 0,9 comme tu disais la fameuse année 2019 à Brooklyn où il était un peu plus caché. Première année aux Timberwolves, moins 3,7, donc là vraiment très mauvais. Et donc cette année, on est à plus 0,9 au niveau de cette stat du Raptor défensif. Donc vraiment premier vrai changement dans sa carrière, en tout cas d'après ce que disent ces stats-là, qui sont pas parfaites mais qui sont quand même un très bon indicateur. Et donc on arrive très simplement
dans cet article, tu arrives après ce constat, à dire comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ce changement. Et la première piste que tu explores, c'est un peu le côté de la volonté et de l'énergie, finalement. Je pense qu'effectivement, j'ai voulu commencer par ça parce que c'est la première chose qu'on met en avant. Il y a toujours cet adage un peu, de toute façon, la défense, c'est de l'envie. Alors, c'est pas vrai. Mais néanmoins, je pense que tout part de là. Et effectivement, dès le début de saison, moi, ce que j'ai pu voir de lui, c'est quand même un joueur qui a un peu embrassé la volonté collective de plus faire marcher dessus en défense et qui, effectivement, est beaucoup plus actif. J'ai l'impression, en tout cas, voilà, vraiment, il est plus actif en défense à partir de là, on va dire que c'est la pierre angulaire de ce qu'on va observer ensuite. Je sais pas toi comment tu as commencé à voir justement l'évolution du joueur, mais est-ce que ça passait aussi par ce langage corporel et cette volonté de défendre, quoi? J'aime bien j'aime bien faire des citations de Roland Courbis, moi, tu sais, qui te dit dans le foot, avec de l'argent t'es pas sûr de gagner, mais sans argent t'es à peu près sûr de perdre. et c'est un peu le même principe avec la défense, je trouve, où l'envie ne fait pas tout, évidemment, mais si déjà t'as pas d'envie, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que le premier constat qu'on peut faire, et je te rejoins là-dessus, c'est que oui, effectivement, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a enfin un joueur qui est impliqué, alors que peut-être que dans ses pires moments, ses pires années, c'était pas quelqu'un qui était à ce point dévoué au côté défensif. Je me demande aussi à quel point, peut-être le fait que plus on avance dans sa carrière, et plus, le statut de All-Star ou de superstar ou de créateur majeur s'éloigne un peu, peut-être pour lui, peut-être à quel point le fait que il va pas forcément, il réalise qu'il va pas forcément arriver à rentrer dans cette case-là, peut-être qu'il est un peu plus dévoué à l'équipe et un peu moins concentré sur des tâches de création, sur le côté un peu égo, un peu star, un peu marquer des points, et au contraire un peu plus vieilli dans un rôle entre guillemets de vétéran, même s'il a que 26 ans, mais dans cette équipe-là, c'est un des cadres, c'est quelqu'un qui commence à avoir de la bouteille, mine de rien, donc il y a le côté âge, expérience, peut-être aussi qu'il a envie de gagner, donc comment dire, peut-être qu'il redouble d'efforts aussi, parce qu'il sait que ça passe par là. Donc je pense qu'il y a plein d'éléments qui effectivement expliquent un peu le fait qu'on ait un D'Angelo Russell, enfin, qui se mette un peu plus au diapason de ce côté-là. Mais c'est vrai que, et je peux te lancer aussi, ce que tu dis, c'est que mine de rien, il n'y a pas que ça. C'est un peu la base, et c'est ce que je disais aussi avec ma citation de Roland Courbis, c'est la base, l'énergie et la volonté et l'implication. Mais ce qui est très intéressant avec D'Angelo Russell cette année, c'est qu'il n'y a pas que ça, mine de rien. Ah ben, je dirais même que c'est pas la plus grande partie, en fait. Et alors, juste pour compléter, effectivement, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue quand même. C'est que c'est peut-être l'équipe la plus compétitive qu'il a eu au final depuis qu'il est arrivé en NBA. Tout à fait, ouais. Et de voir effectivement ce groupe avec des joueurs qui sont un peu dans la même situation, en tout cas Karl Anthony Towns en particulier, qui est vraiment dans cette situation de maintenant il serait temps de gagner, ça aide. Et du coup, tu le disais en début d'article, en fait, en début de podcast, ça part aussi d'une volonté collective et on a eu beaucoup de communication là-dessus, c'est-à-dire l'équipe qui disait qu'il s'était concentré tout le training camp sur la défense. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que il travaille beaucoup de ce côté-là du terrain et que ça se voit notamment dans ce côté aiguillard de la défense et le côté vocal dont on parlait tout à l'heure, parce que il y a toujours cette volonté, je trouve, de cacher D'Angelo Russell, c'est-à-dire on va pas le mettre face aux meilleurs défenseurs adverses. On va pas lui dire si tu es face aux Nets, tu vas défendre sur Kyrie Irving, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit D'Angelo Russell qui est un petit peu dans une position, je trouve, à la James Harden aux Rockets, où on lui disait, écoute, tu vas plutôt naviguer. Et lui, son rôle finalement, c'est déjà de lire ce que font les adversaires et de communiquer là-dessus. Et alors, quand j'ai fait cet article, j'avais lu un article plutôt intéressant. Il y a la source est dedans où on disait qu'on retrouve un peu de ce qu'il a pu voir, je pense, aux Golden State Warriors. Avec Draymond Green, c'est-à-dire qu'il est un petit peu dans un rôle à Draymond Green où il repère des choses, il positionne les autres joueurs, et je trouve que c'est là le gros son impact, c'est qu'on a l'impression que maintenant quand il arrive dans un match, il connaît les systèmes adverses, et comme il a quand même une vision de jeu qui est celle d'un meneur, et que il arrive à lire des choses, il est très bon dans ce rôle où il va dire tiens Anthony Edwards, lâche ton joueur et va contester, va pas plutôt prendre le joueur dans le corner.
il arrive à faire des lectures où d'un coup il va lâcher son joueur parce qu'il sait qu'il va y avoir une coupe sur un écran, ou enfin il arrive à voir vraiment ce qui se passe, et je trouve que c'est là son plus gros progrès, c'est ce côté ok, je travaille avant les matchs et je sais un petit peu ce que vont faire les équipes adverses. Oui, bah, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui, on l'a vu à travers son passing, qui a toujours été très intelligent, avec de bons instincts, etc. Et ce qui est assez appréciable, c'est que dans ce rôle-là, cette année, cette intelligence, et cette compréhension du jeu, et même cette vision, elle est mise au service de la défense. Alors que c'est vrai qu'auparavant, c'était beaucoup moins le cas. Et on voit que ce sont des qualités donc qu'il démontre en attaque depuis des années, qui enfin se transposent en défense. Et comme tu dis, il y a aussi ce rôle d'aiguilleur. Alors je sais pas si les jeunes savent ce qu'est un aiguilleur. Quoique maintenant ça se fait numériquement, sans doute les aiguilleurs de train. Moi, mon grand-père était aiguilleur, mais à la main à l'époque. Mais bref. Mais donc oui, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en gros, il est positionné en deuxième rideau. Hein, c'est ça. Il est au niveau de la ligne de fond. À peu près, il essaye de rester dans cette zone-là, quitte même à switcher et à abandonner son mec pour rester un peu à l'arrière de la défense, faire un peu le linebacker, hein, pour faire analogie avec le football américain par exemple. Le mec qui est en second rideau, qui est derrière, qui a le jeu face à lui, c'est vraiment ça la notion fondamentale, hein, je pense, c'est que il est face au jeu et que du coup avec sa compréhension du jeu, le fait d'être face au jeu, de voir l'action se dérouler et lui-même d'avoir ce QI basket et de savoir comment les actions se déroulent, comment anticiper, etc. Bah du coup ça l'aide aussi un peu à pointer du doigt et à dire à tout le monde voilà, fais ça, etc. C'est un peu ça l'idée quand même. C'est ça. Et d'ailleurs je crois que l'une des premières séquences vidéo que je mets dans l'article, c'est une séquence où j'avais pas réalisé sur le coup, et c'est en voyant un tweet là-dessus que ça m'a alerté. Les gens disaient, voilà, cette défense là, par exemple, c'est grâce à D'Angelo Russell qu'elle arrive à tenir. Et sur la séquence, en fait, on voit effectivement des joueurs qui hurlent sur ses coéquipiers. Et en fait, on se rend compte que c'est lui qui donne les informations de où il est positionné, qu'est-ce que va faire l'équipe adverse, qu'est-ce que va faire le joueur adverse. Et en gros, il indique à Anthony Edwards, bah, là, il va falloir que tu montes sur lui. Et effectivement, ça permet à l'équipe de réussir cette défense. Et on se rend compte que lui, si on regarde juste la séquence, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il navigue vers la restricted area, il sert pas à grand chose là, mais en fait si, il est impliqué et il est prêt justement à couper une ligne de passe, ou au contraire à s'impliquer si nécessaire pour gêner, même si on va dire que c'est quand même une évolution du basket. C'est rare de voir un meneur de jeu qui se balade comme ça et qui fait un peu le rôle de dernier rideau éventuel pour une équipe, quoi. Mais d'autant plus même dans cette défense très agressive de Minnesota, c'est bien d'avoir un mec derrière en second rideau qui dit, qui fait attention à tout ça, quoi, parce que c'est quand même pas mal de rotations très agressives et très dynamiques à faire en même temps pour que l'ensemble se passe très bien. Et du coup, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un mec comme ça qui a cette compréhension du jeu pour un peu aider tout le monde à être en bonne position. Hein. Si on devait le résumer grossièrement, c'est un peu ça. Et du coup, tu parles aussi un exemple. Alors, les vidéos, évidemment, vous pourrez aller voir sur l'article. On vous conseille de lire, et notamment pour les vidéos. Mais notamment, il y a cet exemple assez frappant sur ce système des nuggets. Effectivement, ouais, j'aimais bien cet exemple. Alors du coup, je suis allé prendre celui-là parce que je suis les Nuggets, et donc je reconnais plus rapidement leur système. Et effectivement, je trouve ça assez génial parce que alors, du coup, la première vidéo que vous pourrez voir, c'est une vidéo face au hit, et on a alors pour décrire, on va dire un extérieur qui crée du mouvement en coupant ligne de fond. Et en fait, ce que veut montrer Denver, cette action-là, c'est attention, l'extérieur, en fait, il va pas aller vers la raquette, il va foncer dans le corner opposé parce qu'il y a à ce moment-là, je crois que c'est Jeff Green qui va poser un écran pour le libérer de son vis-à-vis. Et en fait, dans la séquence contre le hit, on voit qu'effectivement le joueur qui suit l'extérieur ne le lâche pas parce qu'il veut contester ce tir. Mais en fait, dans le même temps, Jokic, qui est positionné en tête de raquette à la balle, c'est un excellent passeur. Et en fait, il y a Aaron Gordon qui fonce vers Jokic pour poser un écran, sauf que cet écran, c'est pas vraiment un écran, c'est un flare screen. Et en fait, il retourne directement vers la raquette. Et en fait, ce mouvement de balle permet à Aaron Gordon d'avoir, si la défense ne réagit pas, potentiellement un lay-up ou un dunk assez facile. Et on voit quelques temps plus tard que Minnesota joue cette séquence, et là D'Angelo Russell, qui suit effectivement cet extérieur, qui vient mettre un petit peu cette feinte, se rend compte que c'est ce système-là,
Donc il arrête sa course pour bloquer la passe pour Aaron Gordon et donc protéger la raquette. Et au même moment, en fait, il hurle, je crois que c'est encore Anthony Edwards, lâche ton joueur et fonce contester le tir potentiel dans le corner. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et on a, je crois, Will Barton, qui prend un tir, qui arrive à prendre un tir plutôt ouvert parce que Edwards met une demi-seconde de trop à réagir, mais on voit que par contre, effectivement, c'est D'Angelo Russell qui a lu cette action et c'est effectivement lui qui permet à cette défense de donner un tir moins rentable parce qu'on préfère donner un tir à 3 points à Will Barton même dans le corner que un dunk à Aaron Gordon. Oui, on préfère donner un tir à 40% de probabilité que à 100%. Ça reste encore. C'est ça. Ça reste encore vrai. Mais non, mais c'est vrai que ça montre bien cet exemple où le système est très simple. C'est un pick and roll avec Jokic et pour occuper le défenseur côté faible, une sortie d'écran. Et on voit que Miami ils se font avoir. Les défenseurs du côté faible sont préoccupés par le jeu en sortie d'écran et donc ils peuvent pas aider sur le pick and roll. Alors que dans le cas de D'Angelo Russell, quand Denver joue ce même système contre Minnesota, là pour le coup D'Angelo Russell et son attention, son focus sans ballon, lui il se rend compte de la supercherie dans lequel on essaie de les entraîner. Et du coup, non, il se concentre pas sur le jeu en sortie d'écran, il se concentre sur le pick and roll, et du coup, il arrête sa course et il gêne le pick and roll. Donc c'est vraiment ce truc assez appréciable, parce que comme tu dis, il y a quand même une priorité qui est donnée à défendre le panier. Et l'autre aspect aussi, tu parlais de joueurs un peu à la Draymond Green. Je vous conseille aussi, je sais pas si tu l'as vu, la vidéo de Ben Taylor à ce propos, qui a fait une vidéo sur D'Angelo Russell et sur Minnesota, qui justement lui aussi il dit D'Angelo Russell est un peu entré dans ce rôle à la Draymond Green. Alors toute proportion gardée, mais lui-même fait un peu cette comparaison de ce joueur en second rideau qui fait un peu l'essuie-glace, qui fait un peu le leader vocal aussi, tout cet aspect du joueur en second rideau qui est très dans la communication, qui est très dans le déchiffrage de ce qui se passe sur le terrain. Donc je vous encourage aussi à aller voir cette vidéo là de Ben Taylor évidemment. Et c'est vrai que dernier point aussi qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, mais ce qui permet aussi de mettre D'Angelo Russell dans ce rôle là, c'est le fait, mine de rien, que à côté il y a pas mal d'autres extérieurs très compétents en défense pour s'occuper des meilleurs attaquants. Comme ça, D'Angelo Russell peut être entre guillemets sans ballon. Effectivement, je pense que c'est un des points positifs pour Minnesota, c'est qu'ils ont réussi à se construire un petit groupe de défenseurs extérieurs plutôt solides. Et effectivement, d'avoir d'ailleurs pas que des extérieurs, mais des Vanderbilt, Anthony Edwards, qui est finalement un défenseur plutôt sympathique pour un sophomore, des McDaniels, ça permet de dire, ces joueurs-là, on va peut-être les mettre sur les meneurs qui auraient dû se retrouver face à D'Angelo Russell, et ça permet de le protéger et de le conforter dans ce rôle d'aiguilleur, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et donc on avance dans ton article, et notamment on passe, j'ai perdu ma page, on passe sur les stats, quelques stats défensifs que tu nous donnes pour illustrer à quel point notamment D'Angelo Russell est un défenseur plus complet mais aussi plus impliqué. Donc là je peux te lancer sur les stats que tu nous donnes, c'est notamment des stats de contestation de tir adverse et surtout d'efficacité de l'adversaire. Alors c'est ça, parce qu'effectivement il y a toute une première partie sur le côté collectif, qui me semblait la clé de sa progression. Mais il y a deux pans finalement dans la défense. Il y a la défense collective, la défense individuelle. Certains sont bons que dans un domaine, d'autres sont bons dans les deux, d'autres dans aucun. Mais D'Angelo Russell, là où c'est intéressant, c'est qu'il a vraiment progressé dans les deux. Et donc en fait, je mets trois stats, c'est-à-dire le DFGA, c'est-à-dire le nombre de tirs qu'on tente contre ce joueur dans un match. Donc defensive field goal percentage, qui est en gros le pourcentage autorisé, et ensuite je mets le différentiel par rapport aux moyennes de la ligue. Et donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près stable, tous les ans on tente entre 11 et 15 tirs dans les saisons les plus prolixes face à D'Angelo Russell chaque match, et tous les ans il était on va dire, hormis une saison, au moins à plus 4%, en tout cas sur ses premières saisons,
au-dessus des moyennes de la ligue. Donc c'est-à-dire que par exemple quand en sa première saison chez les Wolves, les adversaires mettent 52% au tir quand ils sont face à D'Angelo Russell, c'est plus 6,8%, enfin plus 6,8 points pardon, par rapport aux moyennes de la ligue. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette année, pour la première fois de sa carrière, D'Angelo Russell, déjà, il autorise que 43,7% au tir, ce qui est énorme, et il est en dessous de 1,5 points sous les moyennes de la ligue. Donc, c'est intéressant, d'autant que il est quand même plus exposé que d'autres années, notamment à Brooklyn où ils étaient plutôt bons pour le cacher, ou aux Warriors aussi où c'était plutôt pas mal. Il y a quand même plus de 13 tirs face à lui chaque match et le pourcentage est plutôt bas. Donc, je trouve plutôt intéressant. Donc là encore, on a une vraie cassure avec le reste de sa carrière, un peu comme les stats de All-in-One qu'on a cité tout à l'heure, au niveau de l'impact global, où on avait quelqu'un de négatif toute sa carrière et qui cette année est pour la première fois positif. Exactement. Non mais c'est ça et je pense que là du coup on peut le dire quand on voit cet impact là et celui dont on parlait dans le All-in-One, il y a vraiment un lien et ça passe aussi par la défense individuelle qui est pourtant pas quand on donnait son profil en début de vidéo sa force première et celle qu'on aurait pu imaginer pour cette saison. Oui, parce que là pour le coup tout à l'heure on parlait de la défense, de l'impact qu'il a sans ballon, en tant qu'aiguilleur, en tant que défenseur de second rideau très très vocal. Là, pour le coup, ça concerne vraiment la défense sur l'homme, ici. Puisque là, ce fameux pourcentage, donc, c'est très simplement, on mesure à quel point un joueur arrive à faire chuter le pourcentage de l'adversaire, en contestant les tirs de ce dernier. C'est un peu ça l'idée. Et c'est vrai que donc, pour la première fois, on est sur un joueur qui a un différentiel positif, c'est-à-dire que comparé à la moyenne, il arrive à contester les tirs efficacement et à forcer des ratés comparé à la moyenne. Toi, l'explication que tu donnerais, du coup, c'est principalement un meilleur effort, peut-être? Alors moi je j'irai pas là-dessus. Déjà je pense qu'on veut pas, enfin c'est pas un hasard que pour la première fois de sa carrière il soit dans une équipe qui soit potentiel top 10 en défense. Aujourd'hui je crois que les Wolves sont 12e en défense et le fait qu'il réalise ces progrès là. Donc pour moi quand même une des principales pistes serait de dire que il est peut-être entouré d'un staff qui met la pression là-dessus et qui fait un bon travail pour le préparer, qu'il a des coéquipiers qui sont plus impliqués aussi parce qu'effectivement ce type de statistiques elles sont pas parfaites. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le travail de D'Angelo Russell qui permet ça, c'est aussi le travail collectif des Wolves, le fait d'avoir des coéquipiers impliqués en défense à ses côtés. C'est plus facile de contester un tir quand tes coéquipiers sont avec toi que quand tu es dans une équipe qui prend 120 points tous les soirs et qui a un petit peu abandonné. Et je pense qu'il y a tout un côté, c'est ce que je voulais mettre en avant aussi dans la partie collective où on voit qu'il connaît le système adverse et qu'il arrive à les reconnaître. Mais voilà, quand il réagit, il les connaît, donc ça veut dire qu'il les a préparés. Et je pense que c'est un petit peu la même chose individuellement, c'est-à-dire que j'imagine que D'Angelo Russell passe plus de temps à rechercher les tendances de ses adversaires. Par exemple, est-ce que ce joueur part plutôt à droite ou plutôt à gauche? Quand il part à droite, est-ce qu'il va plutôt aller au cercle ou est-ce qu'il va plutôt tenter un pull-up à mi-distance? Donc quels sont les tirs que je veux qu'il prenne et quels sont ceux que je peux le pousser à prendre par mon attitude défensive? Ouais, donc encore une fois, il y a un mélange de volonté, mais aussi de savoir-faire, quoi, de connaissances finalement. Alors, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ces stats. J'ai un peu de mal. C'est pas que je les aime pas du tout, parce que il y a quand même une certaine corrélation, mine de rien, entre ce qui se passe vraiment et ce qu'on voit dans les stats. Mais c'est vrai que c'est une stat où je trouve qu'il y a quand même beaucoup de défauts et peut-être aussi beaucoup de variations finalement parfois qui sont tout simplement aléatoire. Je parle pas forcément du cas de Russell ici, hein. Mais c'est vrai que de manière plus générale, je trouve que c'est quand même des stats sur lesquels il faut faire un peu attention quand on les manipule, parce que c'est un exercice où il y a beaucoup comme je dis, de variations aléatoires, hein. Parfois le hasard d'un jump shot, on est sur des échantillons qui sont pas forcément très gros, donc ce qui booste en plus ce côté aléatoire. Il y a plein d'autres facteurs aussi qui peuvent rentrer en compte pour expliquer le fait d'avoir des grandes variations au sein de cette stat et des variations totalement hasardeuses pour le coup, qui ne sont pas à mettre au crédit du joueur. Il y a aussi pas mal il y a pas mal d'informations, mine de rien, qui ne sont pas capturées par cette stat. C'est-à-dire, quel est le contexte autour de ce fameux tir qui est contesté, le joueur quand il se fait dépasser et que du coup il conteste pas le tir, mais
pourtant c'est une mauvaise action, enfin etc. Il y a pas la capacité à ne pas faire faute, justement. Donc quand un défenseur fait faute, ça ne se retrouve pas dans ce fameux différentiel, alors que voilà, le mauvais défenseur qui se fait dépasser, qui fait faute, c'est une mauvaise action. Mais pourtant, comme il n'y a pas de tir qui est comptabilisé, il n'y a pas de mauvaise action qui va être enregistrée dans cette stat de différentiel de contestation de jump shot. On connaît pas le niveau des joueurs en face, on sait pas si c'est plutôt des bons joueurs qu'il a en face, plutôt des mauvais, etc. On connaît pas le type de tir, si c'est plutôt des pull-ups, si c'est plutôt des catch and shoot. Donc finalement, on en vient à comparer des différentiels, mais s'il y a des gens qui contestent beaucoup de catch and shoot et des gens qui contestent beaucoup de pull-up, bah il y a pas forcément le même pourcentage au final. Enfin bref, je dis aussi que je trouve que c'est une stat, faut faire attention avec cette stat-là. Il y a des éléments assez intéressants, hein, évidemment, avec beaucoup de stats, mais c'est vrai que, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même une stat avec pas mal de défauts on peut pas manipuler n'importe comment, quoi, finalement. Non, mais c'est pour ça que je commençais en disant qu'effectivement c'était pas des stats très complètes et qu'elles dépendaient aussi de ce qui se passait dans la saison. Et par exemple, donc si on est sur l'article, on prend l'exemple de sa période Wolves, sa première demi-saison aux Wolves, où on voit qu'il autorise 52%, plus de 52% d'ailleurs, sur lui, qu'il y a plus de 15 tirs qui sont pris, mais il faut bien prendre en compte, par exemple, quand on donne cette statistique, qu'il arrive en cours de saison, donc qu'il n'y a pas de training camp, qu'il est dans une équipe qui est dans les bas-fonds défensifs, que Ryan Saunders vraiment ne fait pas, je trouve, un travail, en tout cas, de coaching, il ne donne pas l'impression de faire un travail de coaching, dans le but de protéger D'Angelo Russell un petit peu des meilleurs défenseurs extérieurs adverses. Et donc forcément, c'est la pire saison de sa carrière dans le domaine, alors que c'est peut-être pas son pire niveau défensif à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est déjà le joueur que tu décris, qui a commencé à prendre de la bouteille, qui sort de chez les Warriors, qui se rend compte que c'est pas forcément une superstar. Et donc je pense que c'est pas qu'il a fait une saison catastrophique en défense, c'est juste que il y a plein de choses autour qui font que ça ressort de manière très triste ou très sombre, mais après voilà. C'est vrai que là où c'est intéressant dans le cas de Russell, c'est que là tu prends l'ensemble de sa carrière, donc plus on prend un nombre d'années, un nombre de matchs et un nombre de tirs, plus on se rapproche mine de rien de quelque chose d'assez vrai et d'assez pertinent comme stat. Mais c'est vrai que je parlais plutôt de, par exemple, si votre joueur préféré a un bon différentiel sur une saison ou sur la saison en cours, faites attention à pas non plus tirer trop de conclusions de ces choses-là. Là, dans le cas de Russell, je trouve que ça commence à être très pertinent parce qu'on est sur une carrière dans son ensemble. Donc, ça commence quand même à être, on réduit la probabilité que ce soit des stats totalement random, quoi, finalement. Mais je dis, il faut faire attention si on les utilise comme ça de temps en temps, parfois, ou pour aller parfois dans le sens qu'on veut qu'elles aillent. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts. C'est une stat qui est pas complète et qui surtout est assez aléatoire, malheureusement. Et c'est vrai que, voilà, très simplement, j'avais noté dans ce classement des différentiels au jump shot, on a à la fois des bons défenseurs qui sont en bas de classement et des mauvais défenseurs qui sont en haut du classement. Des bons défenseurs comme Oshae Brissett, comme Avery Bradley, Gary Trent qui fait une saison de feu, d'Anthony Melton, Justin Holiday qui est pas mal, Kyle Lowry, Kessler Edwards, le rookie de Brooklyn. Tout ça, c'est pas mal de bons défenseurs qui sont parmi les pires de NBA en termes de différentiel. Et de l'autre côté, des défenseurs comme Mike Muscala, comme Marvin Bagley, comme Julius Randle, comme Matt Thomas, comme Killian Tilly, comme Kevin Love sont parmi les meilleurs différentiels défensifs. Donc c'est pour ça que je dis, faisons attention. Encore une fois, là, dans le cas de Russell, ça me paraît plus pertinent parce que tu prends un gros échantillon, donc ok. Mais c'est vrai que de manière intrinsèque, je voulais aussi profiter qu'on parle de cet article pour aborder cette stat et dire, oui, mais attention, on peut pas faire n'importe quoi. Et notamment, c'est vrai que, pour le coup, vu qu'on est sur ce sujet, moi, la stat, en tout cas, le domaine où cette stat est, à mon sens, le plus pertinente, c'est le pourcentage d'intérieur, pour les intérieurs, autour du panier. Là, c'est vrai que c'est peut-être le seul, enfin, peut-être pas le seul domaine, mais c'est un des domaines où il y a le plus de corrélation entre les résultats que produit la stat et, entre guillemets, la vérité, quoi. C'est peut-être, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais c'est peut-être là qu'on retrouve une meilleure utilisation, une meilleure pertinence de cette stat. C'est sur le pourcentage des intérieurs autour du panier.
Ouais, alors je suis d'accord avec toi et effectivement, c'est pas une stat que vous pouvez utiliser en fait pour, on va dire, aller à l'encontre de l'impression visuelle ou pour Tout à fait, ouais. donner un petit échantillon et dire bah regardez, il y a des progrès. Euh, Grosso modo, c'est toujours le même problème de est-ce que tu es un mauvais défenseur dans une bonne défense ou un bon défenseur dans une mauvaise. Forcément, ça va jouer. Donc oui, je pense que c'est, on va dire, pour les intérieurs, c'est plus parlant parce que c'est souvent les mêmes tirs pris et on voit les impacts immédiats. Pour un joueur comme D'Angelo Russell, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'utilise cette stat dans un article parce que je voulais dire, voilà, on a cette impression visuelle. Si on fait son parcours de carrière, est-ce qu'on va vraiment retrouver que ses deux meilleures saisons, c'est la dernière saison au Nets et la saison actuelle aux Wolves et en gros, c'était voilà, voir si on matchait l'impression visuelle avec ce différentiel. Ça me fait penser à une anecdote complètement folle. Je crois que j'avais écrit un article sur Shabazz Mohamed et je crois que sur cette stat, parmi les stats complètement folles, alors il avait un très très bon différentiel de contestation de jump shot, mais il avait contesté un jump shot genre seulement 20 matchs sur 60 sur une des saisons qu'il a fait. Donc donc en fait voilà, il contestait quand il était là, il mettait la main et il avait des longs bras donc ça marchait, mais le reste du temps il y a des matchs, il a carrément contesté aucun jump shot du match, donc le fameux Shabazz Mohamed. Non mais c'est vrai comme cette carrière improbable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que j'ai trop écrit à son sujet. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu dis, pour moi là où c'est intéressant, c'est que par exemple, tu te balades sur ce site, tu vois une stat intéressante en termes de différentiel ou de contestation de tir. Pour moi, ça peut être un point de départ. Tu dis, ah tiens, c'est bizarre, on a cette stat, allons vérifier en image, est-ce que on a un vrai truc ou pas. Mais pour moi, il faut pas faire le sens inverse, comme tu disais, il faut pas que ça soit un argument final. Pour moi, c'est plutôt un point de départ en disant, ah bah tiens, c'est intriguant ça, ça sort un peu de l'ordinaire, on va aller vérifier en match, plutôt que de dire, regardez, il y a ça, ce pourcentage, ça veut dire ça, implacable, et donc voilà. Et c'est un peu moi le même principe que j'utilise pour ces stats-là de différentiel de contestation de jump shot, mais aussi parfois pour des plus-minus ou des net rating ou des stats de on-off ou même des all-in-one. Je trouve que leur meilleure utilisation, c'est plutôt dans le sens inverse, c'est de se dire, de regarder la liste et de se dire, ah bah tiens, là il y a un truc intéressant, allons voir, plutôt que de dire, bah non, Will Barton c'est le deuxième meilleur joueur de NBA parce que je pensais à Will Barton, c'est génial, je voulais dire ça. Ah, oui non mais tout à fait. Autre stat d'ailleurs, tant qu'on y est, sur lequel faut un peu éviter, on s'éloigne un peu de ton article, on va y revenir, hein, t'inquiète pas, mais tant qu'on est sur les stats défensives, faut faire attention. Je sais pas ce que t'en penses, mais le pourcentage de fautes par exemple, faut pas penser qu'un joueur qui fait très peu de fautes, qui a un très bon score au niveau du pourcentage de fautes, ça veut dire que c'est un bon défenseur. Et même souvent c'est l'inverse. En fait, souvent les mauvais défenseurs. Ouais, alors j'aurais même pas pensé celle-là à l'utiliser comme un argument, je t'avoue. Je la vois parfois popper de temps en temps, donc c'est pour ça que je voulais l'aborder en 20 secondes. Certains disent il fait très peu de fautes. Regardez son pourcentage de fautes, il est très très peu élevé. En fait non, c'est plutôt l'inverse même. C'est plutôt les très très mauvais défenseurs en fait, une fois qu'ils se font éliminer, ils essaient même pas de revenir dans l'action et du coup bah oui, ils font jamais faute. Ils ont des pourcentages de fautes qui sont très très bas, mais en vrai on peut pas dire, enfin il y a pas de lien quoi. C'est vraiment c'est de ce point de vue là quoi. Et même à l'inverse, si tu regardes la liste au niveau de cette stat de fautes, qui fait le plus de fautes en NBA, bah t'as des très bons défenseurs en fait qui font des fautes, mais parce que c'est normal. T'as des Jason Tate, des Jaden McDaniels, Pat Beverley, Bruce Brown, le rookie des Pelicans, Herb Jones, Jaren Jackson, Grant Williams, Matisse Thybulle, Jared Vanderbilt, Javonte Green, Robert Covington, Jay Crowder, etc., etc. Tout ça, tous ces noms que j'ai cités sont parmi les joueurs qui font le plus de fautes en NBA en termes de pourcentage de fautes. Donc voilà, il faut pas penser que moins on fait de fautes, c'est mieux. Enfin, si. Ce qui est bien, voilà, c'est la confusion part aussi de ça, c'est qu'effectivement, c'est bien de pas faire faute, mais il faut pas non plus lire cette stat défensive des fautes de cette manière en fait. Ouais, en fait, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu la conclusion de ça, c'est d'abord avoir une impression visuelle. Ensuite, aller voir si les stats le confirment, mais pas jouer la carte de, tout à fait, ouais. De faire machine inverse, c'est-à-dire on critique un joueur pour sa défense, ah mais regardez, il y a ça qui va dans mon sens, donc c'est que c'est vrai. Effectivement, par exemple ton exemple des fautes, à moins que tu t'appelles Kawhi Leonard, oui. Ça marche pas trop cette histoire de tu es un bon défenseur parce que tu fais pas de faute. Dans le cas d'un joueur comme Kawhi Leonard qui est un défenseur absolument exceptionnel, surtout à l'époque, et qui fait quasiment aucune faute, oui tu peux le mettre, on va dire
tu peux ajouter cet élément-là parce que c'est effectivement impressionnant d'être aussi propre défensivement et aussi embêtant de voler autant de ballons. Mais par contre, tu peux pas dire ah bah tiens, tel joueur fait trop de fautes, donc je vais lui mettre à charge, ou tel joueur en fait peu, donc c'est un élément en sa faveur, parce que souvent effectivement c'est des joueurs qui abandonnent la bataille un peu trop vite, quoi. Et je trouve que c'est même un argument qui parfois est un peu trop utilisé à l'excès, je trouve. Par exemple sur un joueur comme Jaren Jackson, où on lui reproche beaucoup de faire des fautes. Bon, déjà il est jeune, et puis je trouve que c'est pas si embêtant que ça. En tout cas, moi je préfère voir Jaren Jackson que un défenseur comme Lou Williams, qui fait jamais de faute. Mais c'est pas parce qu'il fait jamais de faute que tu peux dire, oh, c'est un défenseur très propre. Ben non, c'est juste qu'il se fait éliminer et qu'en fait, du coup, il essaye jamais, quoi. Le fait de faire faute, ça veut dire que tu essayes aussi, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je pense que tu reproches un joueur son nombre de fautes uniquement quand c'est un joueur central et que tu en as besoin énormément de l'autre côté du terrain. Mais sinon, c'est au contraire, c'est une preuve d'engagement. Alors, vu qu'on parle des Wolves, on peut par exemple donner l'exemple de Karl Anthony Towns qui à un moment de sa carrière se faisait balader très souvent, sauter sur beaucoup de feintes et donc faisait beaucoup de fautes. Donc tu pouvais effectivement te dire bah ouais, c'est aussi la preuve que c'est un mauvais défenseur. Mais à l'inverse, souvent c'est juste des joueurs qui sont engagés dans énormément d'actions et qui lâchent pas, qui lâchent pas l'affaire si facilement, quoi. Tu sais, tu parlais de Kawhi Leonard, ça me fait penser aussi. Il y a un moment, il était aux Spurs et il y a une première moitié de saison où ses stats de défensive de plus-minus ou de on-off sont assez mauvaises parce qu'en fait, comme il était tellement bon en défense, le mec qui était défendu par Kawhi Leonard, il restait dans le corner et l'équipe, en gros, elle déroulait son attaque de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on arrivait à une anomalie, genre Kawhi Leonard a un très mauvais defensive rating ou un très mauvais on-off défensif. Ben non, en fait, le problème, et on arrive peut-être plus globalement aussi à cette leçon, que beaucoup de gens savent, mais qui est bien de réexpliciter, hein, tu vas me dire, mais que finalement il n'y a pas de stats défensives qui sont parfaites, malheureusement. Il y a plein d'aspects qui, sur une stat ou sur l'autre, échappent un peu à l'analyse, un peu à l'évaluation. Il y a des informations qui sont très incomplètes. Enfin bref, malheureusement, en fait, autant on peut regarder le profil statistique d'un joueur en attaque et arriver très bien à le définir, même si on l'a jamais vu. Moi, tu me donnes une ligne de stats d'un joueur, je peux te dire si c'est un bon shooter, un bon driver, quel est son style de jeu, etc. Autant en défense, on n'a pas ça. On n'a pas du tout ce luxe de pouvoir, via des stats, avoir des éléments très concrets, très pertinents. Malheureusement, ça n'existe pas en défense. On peut pas se faire. En fait, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est qu'on peut pas se faire une idée d'un joueur. Enfin, par exemple, si on veut parler d'une équipe qu'on regarde pas énormément, on peut pas se faire, on va dire, voilà. On peut pas tricher en fait. Du joueur, voilà, on peut pas tricher. Donc, la défense, ça passe avant tout par de la vidéo et donc par le fait de regarder des matchs ou des séquences de matchs. Alors qu'en attaque, on pourrait avoir le truc de se dire bon bah voilà, je vais me faire une petite idée de quel est le joueur et ensuite je saurai qu'est-ce que je veux regarder. Bah ça marche pas. Enfin, ça marche pas comme ça avec la défense. Tout à fait. Tant qu'on est dans les stats défensifs, pour finir, après on passera à l'attaque. Au niveau du steal percentage, donc le pourcentage d'interception, c'est vrai il a toujours été un peu au-dessus de la moyenne en carrière, hein, pour le coup, ce qui est pas totalement illogique puisque que tu sois bon défenseur sur l'homme ou pas, ça a pas forcément beaucoup de liens. C'est surtout l'intelligence de jeu défensive et les instincts qu'on retrouve dans ce pourcentage d'interception. Il a toujours été au-dessus de la moyenne, hein, en carrière. Et bizarrement cette année il est pas trop au-dessus de la moyenne, il est peut-être même un peu en dessous, parce qu'il est que 1,3 pourcentage d'interception, donc c'est un peu paradoxal, mais en même temps bon, c'est pas une stat, comment dire, son impact est quand même là, quoi. C'est pas parce qu'il fait pas plein de styles et plein d'interceptions et plein d'actions flashy que son impact n'est pas là. Et c'est ça aussi qu'on n'a pas non plus détaillé tout à l'heure, mais qu'on peut le faire maintenant. Son impact va au-delà de simplement être un playmaker défensif qui, en second rideau, va faire des contres ou va jaillir sur des lignes de passe. Non, son impact, c'est vraiment son intelligence de jeu et sa capacité à diriger ses coéquipiers. Alors bah, déjà, en effet, et je pense que vu que tu parles de pourcentage, enfin style percentage, et qu'on parlait de statistiques qui sont un peu trompeuses, peut-être aussi de rappeler que déjà à la base, le nombre d'interceptions et le nombre de contres, c'est absolument pas un élément qu'il faut regarder pour dire si un joueur est bon ou pas en défense. Tout à fait, oui. Et effectivement, dans le cas d'Angelo Russell, on peut se dire bah, les époques où il avait des taux assez élevés, notamment de steal percentage, c'est aussi parce que c'est un joueur qui faisait beaucoup de paris et qui prenait le risque de passer complètement à travers une tentative d'interception et laisser son joueur libre. Et ce que je trouve intéressant cette saison, et je crois que je me parle d'ailleurs dans l'article, hein, c'est j'ai l'impression qu'il est plus patient en défense
et donc qui se permet moins de faire ça parce qu'il sait que ça pourrait pénaliser son équipe et pénaliser le travail de ses coéquipiers, notamment dans toutes les situations où il est un peu côté faible et où il doit défendre entre deux joueurs parce qu'il y a eu une aide qui est partie. Donc moi je trouve qu'au contraire c'est même plutôt positif de voir qu'il a cette évolution-là, parce que tu es plus dans l'idée de je veux faire du playmaking en défense et je veux m'ouvrir une situation de contre-attaque ou de transition, mais je suis plutôt dans je vais faire le bon geste, quitte effectivement à juste gêner le joueur au lieu de voler un ballon, quoi. Oui, plutôt dans le bon positionnement que dans le vouloir faire l'action flashy à tout prix, quoi, finalement. Mais en plus, c'est vrai que ce qu'on peut même préciser, et je pense il y a une partie de l'explication qui se trouve là, c'est que le steal percentage, c'est le pourcentage d'interception de l'équipe fait par le joueur lorsqu'il est sur le terrain. Mais forcément que cette année, où il joue à côté de joueurs comme Vanderbilt, comme Anthony Edwards, comme McDaniels et comme Pat Beverley, forcément quand il y a une interception qui survient sur le terrain, il y a plus de chances, en tout cas il y a moins de chances qu'elle vienne de lui. Comme il y a d'autres playmakers, du coup son pourcentage d'interception de l'équipe qui proviennent de lui, il est plus faible. Mais ça veut pas dire qu'il est forcément à ce point moins productif lui-même, quoi. Donc c'est peut-être l'explication technique. J'espère que j'aurais pas été trop confus. On passe à la suite de ton article, on referme un peu la page de la défense, et notamment, maintenant tu abordes la deuxième partie, entre guillemets, en attendant l'explosion en attaque, point d'interrogation. Et donc là, je sais pas toi quelles sont tes attentes par rapport à ce joueur-là, mais c'est vrai que tu expliques que on est sur un joueur dont le talent pur n'a jamais non plus été remis en question, mais qui avait peut-être un niveau de performance toujours un peu altéré par à la fois des blessures, mais aussi par le manque de talent autour. Et que finalement, tu nous dis qu'aujourd'hui, il a jamais eu une équipe aussi talentueuse autour de lui. C'est ça. Alors juste pour effectivement le titre de la section, c'était en attendant l'explosion en attaque, c'est parce que bon, j'avais titré l'article, c'était le temps de la maturité, et en fait c'est vrai que en faisant l'article, j'avais donné ce titre-là en me disant en fait c'est surtout en défense qu'il a une réelle évolution selon moi. Et effectivement, voilà, à l'heure actuelle, moi qu'est-ce que j'avais en tête d'Angelo Russell, c'est-à-dire c'était un joueur qui était un bon playmaker, un scoreur plutôt honnête, mais sans être un scoreur élite dans l'efficacité, pour des raisons d'ailleurs que j'aborde ensuite dans la section. Et donc ce que j'attendais de lui, moi, à Minnesota, c'était peut-être gagner en efficacité du fait d'avoir des coéquipiers assez forts et sur des postes assez variés, c'est-à-dire avoir un Anthony Edwards qui est plutôt arrière-ailier, un pivot qui est quand même probablement le meilleur stretch five de la ligue, ce qui normalement t'ouvre quand même des opportunités pour pénétrer notamment. Mais j'avais en tête ce truc mais alors D'Angelo Russell, la sélection de tir, elle est pas faite pour faire de toi un joueur élite offensif dans l'efficacité, mais en plus je voyais pas trop je vois pas trop d'évolution depuis le début de sa carrière. Je sais pas si t'as ça toi aussi en tête, mais non, je suis assez d'accord, mais même au niveau c'est vrai que au niveau de l'efficacité générale, ça n'a jamais vraiment été très bon. C'est vrai que les gens aiment bien les stats brutes, et donc sa fameuse année All-Star en 2019 à Brooklyn, il y avait 20 points par match, 21 points par match même en moyenne, et 7 passes décisives, donc c'était un peu étiqueté grosse saison. Mais c'est vrai que si on refait un peu ces chiffres en carrière d'efficacité, alors pour le coup le pourcentage le true shooting, donc l'efficacité au scoring individuel, qui prend à la fois les 2 points, les 3 points et les lancers francs, la productivité au scoring, son true shooting, lui, il augmente petit à petit. Il passe de 50% à 51, 53, 56 et même 55 cette année. On a une progression au niveau de sa carrière, mais c'est vrai que le fait est aussi que les standards de NBA ont augmenté durant cette période-là. Et donc finalement, quand tu regardes le true shooting plus, donc le true shooting comparé à la moyenne de l'année en question, on est toujours sur un joueur qui est un peu en dessous de la moyenne, quoi. Alors, beaucoup moins en dessous de la moyenne récemment que ça pouvait être le cas en début de carrière, mais quand même, on est sur un joueur qui est clairement en dessous du niveau moyen. Donc il y a ce côté-là, et toi tu dis que c'est vrai aussi que les pourcentages du coup sont un peu décevants, parce que le talent autour de lui est assez impressionnant, mais c'est vrai que moi j'ai jamais été
trop fan de son scoring, mine de rien. En tout cas, on s'est rendu compte assez rapidement que on n'était pas sur un potentiel scoreur de très haut niveau, quoi, finalement, et que ce rôle de première option qu'il a semblé avoir à Brooklyn, finalement, il peut pas trop l'assumer à un gros niveau dans une grosse équipe. Ouais, déjà, je pense qu'il faut partir de la base. Pourquoi il y a un problème avec D'Angelo Russell, c'est que il va assez peu dans la raquette. Tout à fait. Et normalement, un extérieur qui est capable de driver, c'est ce qu'on veut, hein, et on voit par exemple un Ja Morant. De manière générale, tu nous parles aussi du fait que, en fait, tout simplement, il prend pas des tirs rentables, finalement. C'est ça. En fait, les tirs rentables, déjà, il y va peu. C'est-à-dire que je crois qu'il prend cette saison moins de 13% de ses tirs dans la raquette, ce qui est extrêmement peu. Et par contre, il aime bien les tirs à mi-distance, qui sont les moins rentables. Sauf que, en fait, on accepte normalement qu'un joueur prenne beaucoup de tirs à mi-distance, même s'ils sont considérés comme moins rentables, quand le joueur est élite dans ce domaine-là, et donc il est beaucoup plus efficace que la moyenne. Ce qui n'est pas le cas de D'Angelo Russell dans la plupart des positions. Et en plus, à 3 points, où on a l'image, je pense, de lui d'un très très bon shooter à 3 points, D'Angelo Russell, c'est aussi un joueur qui peut avoir des périodes très compliquées, où il est capable de sortir des matchs à 1 sur 10, 1 sur 12, 0 sur 8. Et donc, en fait, il n'est pas si efficace que ça à 3 points. Il est même en dessous, on va dire, alors très légèrement, mais de ce qu'on attend des meilleurs shooters à 3 points de la ligue, quoi. Ou en tout cas, d'un shooter, on va dire, rentable à 3 points. C'est clair que le 3 points pourrait rattraper le manque de drive, peut-être, mais ça le fait pas, quoi. Enfin, en tout cas, il est pas à un niveau suffisamment bon à 3 points pour essayer de commencer à compenser le drive. Et c'est vrai que alors, tu parles de ça dans l'article, du coup je suis allé un peu regarder les chiffres. En carrière, on est à 36%, ce qui est pile au niveau de la moyenne, ou en tout cas un tout petit peu au-dessus. Donc finalement, on a l'image de quelqu'un qui est peut-être un shooter d'élite, comme tu dis, alors qu'en fait non, hein, on est sur un assez gros échantillon maintenant, hein, de 4, 5, 6 saisons, je sais plus. Voilà, on est sur un shooter dans la moyenne, on n'est pas sur un shooter très très bon. On est à 35%, 35%, 32%, 37%, 36%, 38%, 35%. Toujours à peu près autour de cette zone-là, quoi. Là où c'est vrai que la déception peut-être, c'est qu'en NCAA, on était à 41% à 3 points. Donc là, vraiment un niveau qui était très très haut, mais qui ne s'est pas confirmé, malheureusement. Et ce qui est pourtant assez, alors, je sais pas, bizarre, mais c'est vrai que c'est parmi les shooters qui sont à peine bons ou à peine corrects, c'est quelqu'un qui a quand même un volume assez faramineux, finalement. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que dans l'esprit des gens, c'est un shooter peut-être perçu comme meilleur qu'il n'est, ou en tout cas de très très haut niveau. Peut-être aussi parce qu'il a un volume de shoot qui est très impressionnant. Je crois qu'il a plus de 7 tentatives à 3 points par match depuis 2019, au moins. Il y a des fois ça monte même plus haut, mais donc c'est vrai qu'il y a ce très gros volume sur finalement une efficacité qui est pas top. Au niveau de l'indicateur des lancers francs, qui est toujours un indicateur assez intéressant de savoir si un shooter est un bon shooter ou pas. On est à 78% en carrière. C'est pas top non plus. Et moyen. C'est ça, c'est moyen. Comme pour le reste, en fait. Et alors après, par contre, peut-être qu'aussi on a l'image de mon shooter, parce que on va dire, il y a le niveau du shooter et il y a l'image du shooter. J'ai en tête, alors ça date d'il y a, je pense, peut-être 4 ou 5 ans. C'était un peu le paradoxe, je sais pas si ça te parle, le paradoxe un peu Marcus Smart aux Celtics. Oui. Et à l'époque, il y avait, alors je crois que c'était chez The Ringer que l'article était sorti, un article qui explique en fait Marcus Smart, qui était, alors à l'époque en plus, il était vraiment mais désastreux au shoot, hein, c'est-à-dire je crois qu'on parlait d'un shooter à 28% à 3 points et 36% au global. On avait Marcus Smart qui en fait se comportait comme un excellent shooter, c'est-à-dire qu'il était capable de tirer n'importe quand et de n'importe où. Et en fait, l'article expliquait que le problème, c'était le biais cognitif un peu que ça impliquait, c'est-à-dire que les défenseurs adverses, même s'ils savaient qu'il fallait pas réagir au tir de Marcus Smart, malgré eux, ils réagissaient. Et peut-être qu'effectivement, il y a l'image du shooter qui est effectivement qui est prêt à dégainer à tout moment, et il y a l'impact que ça a sur les défenses adverses qui fait que malgré tout, on peut pas laisser d'espace à D'Angelo Russell, et donc on considère que il y a danger, alors que il y a des fois à mi-distance, tu peux le laisser prendre son tir assez tranquillement, tu es content qu'il le prenne, quoi. Après, je suis allé quand même un peu fouiller au niveau des chiffres, et mine de rien, si on départage les pull-up et les catch and shoot, tu vois, sur catch and shoot, ça fait 4 ans que, alors cette année il est à 34%, c'est pas bon du tout au niveau des catch and shoot à 3 points, mais sur les 3 années d'avant, il était à 39%, les 3 années d'avant. 39% à 3 points sur des catch and shoot, c'est pas élite,
C'est très bon pour le coup. Oui, c'est ça, c'est vraiment bon, quoi. On n'est pas au niveau de Klay Thompson ou de Bud Hield ou Chris Middleton qui sont à 43, 44, 45% sur catch and shoot. Mais honnêtement, 39-40%, franchement, c'est plutôt bon. Donc, le côté shooter, finalement, il est ok, son pourcentage global, il est à 36% à peine, et il est à peine au niveau de la moyenne. Mais pour le coup, on voit qu'en catch and shoot, il est quand même assez compétent, quoi. Même plus qu'au niveau moyen. Donc, il y a ce côté-là. Et au niveau, ensuite, des pull-ups à 3 points, bah, là, c'est vrai que c'est un peu là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on est à 30% d'efficacité sur des pull-ups. Alors, j'ai pris que les pull-ups après plus de 3 dribbles. C'est-à-dire que les pull-ups après un dribble, un ou deux dribbles d'ajustement, comme je les appelle, bon, c'est pas des vrais pull-ups, quoi. Les vrais pull-ups de création balle en main après 3, 4, 5, 6, 7 dribbles et plus, il est à 30% d'efficacité sur ces tirs-là. C'est vraiment peu. C'est vraiment très très peu. C'est là que le bas blesse, clairement. Sachant qu'il en prend quasiment 3 par match, des pull-ups à 3 points. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive sur un pourcentage global à 3 points qui est aussi moyen, qui est aussi proche de la moyenne, parce que d'un côté on a un bon shooter en catch and shoot, voire même limite bon, très bon, mais qui malheureusement a ses pourcentages un peu tirés vers le bas par des pull-ups à 3 points, qui est un exercice sur lequel il est pas bon du tout, quoi, finalement. Et je suis pas sûr qu'il ait non plus une marge de progression si impressionnante que ça pour la suite, on en parlera peut-être plus tard. Et puis au niveau des... Donc j'ai été un peu sur les chiffres, mine de rien, j'ai regardé aussi au niveau des longs tirs de points. Et c'est vrai que là-dessus, de manière assez étonnante, il est à 45% au niveau des longs tirs de points. Il est au-dessus de la moyenne sur ces zones-là. Il fait partie de la... Alors après, on va dire le volume est quand même pas très élevé. On est à 3 par match depuis 3 ans. C'est ça. Mais donc c'est pas des DeRozan, c'est pas Kevin Durant, on est d'accord. Mais franchement, 45%, ça va, quoi. Mais le problème, un peu comme tu dis, et le graphe aussi que tu nous montres sur ton article, c'est que, bah oui, il est bon en fait, mais c'est une zone du terrain qui est pas du tout rentable. Et pour le coup, il n'y a pas besoin de faire des calculs très compliqués ou des équations très compliquées. Tu prends 45% sur des 2 points, bah, 45 x 2, ça fait 0,45 x 2, ça fait 0,9 points pour chaque tir tenté, en termes de productivité sur ce tir-là. Avec cette efficacité-là, ça fait 0,9. Tu prends ces pull-ups à 3 points, il les met que avec une efficacité de 30%, ce qui est très mauvais. Bah 30% x 3, ça fait aussi 0,9. C'est-à-dire qu'il est très mauvais sur les pull-ups à 3 points, mais pourtant, ça rapporte autant de points que sur les longs tirs de points, sur lequel il est pourtant largement au-dessus de la moyenne. Et je parle même pas de, si on prend la moyenne des tirs au panier, qui est autour des 55-60%, x2, on est à plus de 1,10, 1,15 points par tir tenté, quoi. Et il y a un écart assez faramineux. Donc voilà, c'est vrai que le problème aussi, comme tu dis, c'est un peu le thème principal de son jeu, lui comme d'autres joueurs, hein, comme Dejounte Murray notamment aussi, bah, le problème c'est que oui, il est très bon à mi-distance, et sur les longs tirs de points, le problème c'est que c'est l'exercice le moins rentable du basket. C'est ça. Et du coup, bah, tu peux te le permettre quand tu es DeRozan et que tu es vraiment très très loin au-dessus des moyennes de la ligue, ou quand tu es Kevin Durant. Quand tu es D'Angelo Russell, bah, en fait, c'est bien, mais c'est pas assez. Bah, sachant qu'en plus, du coup, on peut passer à l'autre point, c'est que DeRozan et Kevin Durant, ils font pas que ça. Et notamment, ils vont chercher pas mal de rentabilité au niveau des lancers francs. Et c'est vrai que au niveau on en a parlé un peu tout à l'heure, tu avais commencé à l'aborder au niveau des drives. Bon, c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de drive du tout, mais surtout le côté aller provoquer des fautes et aller chercher des tirs rentables, et des points rentables sur lancer franc, bah c'est vrai que c'est pas trop son cas, quoi, finalement. Bah c'est ça, on sent que c'est pas un joueur qui est juste très bon à la finition au cercle, donc en plus avec contact, il sait que c'est compliqué. Il n'est pas extrêmement bon justement pour provoquer en plus ses contacts et obtenir ses fautes. Et quand bien même il le serait, tu le disais, hein, il est à peine correct au lancer franc, c'est-à-dire 78% finalement. Normalement, d'un extérieur qui est considéré, en tout cas qu'on considérait comme un bon shooter, on attendrait plutôt qu'il tourne dans les 85-90%, quoi, pour vraiment compenser le faible volume. Et chez lui, c'est pas là. Donc en fait, même si dans la finition au cercle, bah finalement, alors au moment où j'ai fait cet article-là, sur la saison, il était à 1,24 par tir pris. Finalement, c'est en dessous des moyennes de la ligue et en plus, bah, c'est pas suffisamment fréquent pour compenser le fait que à mi-distance proche ou à mi-distance, bah,
voilà, c'est pas bon. Donc, ouais. Alors pour le coup, au niveau de la finition au panier, il est à 50% en fin de drive sur des lay-ups. Bon, on va dire, c'est dans la moyenne à peu près. C'est au niveau de CJ McCollum, de Trae Young, de Brandon Ingram, de Tyrese Maxey, de Chris Middleton, etc. De Ja Morant aussi qui est à 51%. Donc voilà, c'est pas catastrophique. Mais le problème, c'est qu'en fait, oui, il est efficace sur les rares fois où il va au panier. Le problème, c'est qu'il va très peu au panier. Et là, pour le coup, j'ai d'autres chiffres. Il est à 6 drives par match en moyenne. À peu près 6 drives. Alors, pas que des drives pour scorer, hein. Simplement le fait de faire un drive, de partir de l'extérieur pour entrer vers l'intérieur. 6 drives par match, pour son poste et pour son rôle et pour son temps de jeu, c'est incroyablement peu. C'est-à-dire que même des gens qui ne sont eux non plus pas très bons pour scorer sur drive, font quand même beaucoup plus de drive de manière générale, notamment pour tout ce qui est distribution du jeu. Je pense à quelqu'un comme Fred VanVleet, qui notoirement est très mauvais pour aller finir au panier. Pourtant, il est à 14 drives par match. Parce qu'en fait, il se sert de la pénétration pour créer du jeu dans la défense, pour avoir un impact et pour ensuite ressortir. VanVleet, 14 drives par match, alors que Russell est à 6 par match. Garland, pareil, pas non plus une foudre de guerre sur la finition au panier, sur l'impact drive. Il est à 16 par match. Même Caris LeVert, qui est l'incarnation de l'inefficacité, il est à 16 drives par match. Josh Giddey, qui est aussi quelqu'un de très peu efficace, 12 drives par match. Donc le double de D'Angelo Russell. Et ça t'a plu la petite pique sur Caris LeVert, c'est ça? J'ai apprécié. Ouais, j'ai apprécié. Et alors, pire que ça, là j'ai cité les stats par match, je me suis intéressé au ratio même par minute, parce que en fait, je me suis dit ça va être pire, parce qu'en fait il passe beaucoup de temps sur le terrain. Donc le par match, oui, mais il est même à 32 ou 33 minutes par match, il me semble. Donc ça va être assez catastrophique. Et effectivement, j'ai fait un filtre des joueurs qui font minimum 30 matchs cette saison, minimum 200 drives et minimum 800 minutes. Donc bref, des critères minimum. 138 joueurs, il est 108e sur 138 en termes de drive par minute passée sur le terrain. Et j'imagine que derrière on a des joueurs qui sont pas du tout sur le même poste. Tout à fait, et on a même dans ce classement, malgré ces critères, des joueurs comme Dorian Finney-Smith, comme KCP, comme Mikal Bridges. Donc c'est pas non plus des critères très excluants, pardon. Voilà, normalement, lui en tant que porteur de balle est censé être beaucoup plus en haut, et tous les role players sont plutôt en bas. C'est pas trop le cas. Et si j'ai remonté même le critère à minimum 300 drives sur la saison, il est 90e sur 96. Ouais, bah c'est ça. Et pour te dire, 90e sur 96 en termes de drive par minute passée sur le terrain, donc c'est vraiment sa tendance dans le jeu à aller au panier, il est au même niveau de drive, de tendance à aller au panier que Bojan Bogdanovic, que Desmond Bane, qui est plutôt un role player du shoot, que j'ai noté que Buddy Hield, par exemple, c'est pas bon signe, que OG Anunoby, etc., etc. Donc bref, c'est quelqu'un qui va très peu au panier, et comme tu dis, on rejoint un peu toujours le même point central que tu mets en lumière dans cet article. Bah oui, finalement, en fait, il va pas chercher les tirs rentables, les lay-ups ou les lancers francs au niveau du panier. Bah c'est ça, et effectivement on a l'impression que ce serait la clé pour lui, ce serait vraiment le truc qui permettrait de débloquer son potentiel. Pourtant ça semble pas faire partie de son jeu, et arriver à ce stade de sa carrière, c'est compliqué de se dire d'un coup il va se révolutionner, alors que on sait que voilà, il arrive en termes peut-être à un prime physique, et que après le déclin va nécessairement arriver. Donc si c'est pas arrivé avant, ça paraît un peu étrange que ça se produise maintenant. Peut-être on peut avancer du coup sur l'article. Tu passes aussi à un paragraphe où tu nous dis que, en tout cas, le titre de ce paragraphe, c'est D'Angelo Russell, finalement, est-ce que ce serait pas la clé du succès? Et notamment, tu fais le lien entre les performances de Russell et les performances des Timberwolves. Bah c'est ça, en fait, parce que j'étais un peu face à un paradoxe, c'est-à-dire qu'on se dit, pour qu'il progresse individuellement et qu'il soit plus efficace pour son équipe, il y a des améliorations voilà, celle dont on parle, hein, c'est ce côté, je vais plus driver, je vais plus dans la raquette. On sait que ça va pas arriver. Pour autant, du coup, qu'est-ce qui fait que l'équipe se comporte mieux quand il joue d'une certaine façon?
Et moi, ce que j'avais en tête, je me disais, mais alors, est-ce qu'on veut que D'Angelo Russell, finalement, n'étant pas un shooter, un scoreur efficace, est-ce qu'on veut qu'il prenne du volume, ou est-ce qu'au contraire, on a envie d'un joueur un peu plus gestionnaire et qui va prendre ce que la défense lui donne. Donc c'était un petit peu ça la question que je me posais. Et donc voilà, j'ai mis 2 éléments en avant. C'était que quand D'Angelo Russell score à peu près 20 points, je crois plus de 20 points par match, c'est ça? Ouais, voilà, quand il franchit la barre des points par match, effectivement, on se rend compte que les Wolves gagnent la plupart du temps. Hein, on a 70% de victoire. Et je me suis dit, par contre, est-ce que on a envie qu'il pèse sur la défense en prenant beaucoup de tirs ou pas? Et là, c'est là que je me rendais compte, quand il prenait 18 tirs ou plus par match, l'équipe perdait l'essentiel du temps, c'est-à-dire 64% du temps, l'équipe enregistrait une défaite. Donc je me disais, bon, c'est un peu simple comme raccourci, mais est-ce que finalement, ce qu'on voudrait pas, c'est que il épure son jeu et qu'il enlève tout ce qui fait chuter son efficacité, plutôt que de prendre du poids sur l'attaque et donc un petit peu imposer son style, quoi. Parce que finalement, c'est que le constat que tu fais, c'est que les matchs où il prend plus de 18 tirs, et donc là où il force un peu, du coup, c'est souvent des matchs où son équipe perd, et peut-être qu'il y a un lien de ce côté-là, le fait que si lui qui est plutôt, alors peut-être pas forcément complètement un meneur gestionnaire, mais s'il en est un peu à forcer au niveau du scoring, c'est que c'est pas forcément bon signe pour l'attaque et pour le match en question, quoi. C'est ça, c'est soit son équipe est bloquée, et donc on peut imaginer qu'il y a des raisons circonstancielles, par exemple une absence d'un joueur majeur. Qu'est-ce que deviennent les Wolves si tu enlèves Karl Anthony Towns ou Anthony Edwards? Comment ils se réorganisent offensivement, par exemple? Mais par contre, on a l'impression que quand lui il prend trop les choses en main, finalement par la nature de son jeu et par la nature de son jeu offensif, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour et par ses limitations aussi, finalement. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, à moins qu'il soit dans un soir où effectivement tout rentre, et là, n'importe qui, hein, tu attends que ce soir-là, il prenne de plus en plus de tirs, mais bon, la plupart du temps, on se rend compte que si, par exemple, je crois que je regardais, D'Angelo Russell met plus de 30 points par match, généralement, les Wolves sont pas dans une bonne soirée, quoi. L'impact est probablement négatif parce qu'effectivement, ça veut dire beaucoup de pull-up, parce qu'il crée pour lui-même, et vu qu'il n'y a pas, en tout cas je vois pas comme ça, un deuxième playmaker d'élite par exemple dans son équipe actuelle, et qu'il est bon sur catch and shoot, hein, comme tu le disais, t'as pas vraiment l'opportunité pour que D'Angelo Russell décolle et donc impacte positivement son équipe, quoi. Idéalement, il faudrait qu'il mette 20 points, mais en prenant très peu de tirs, et donc en gros qu'il soit un rôle assez limité, quoi, finalement. Finalement, t'as pas envie, d'Angelo Russell qui se comporte comme une star et donc qui est, on va dire, les attentes et le statut d'un tel. Mais tu vois, alors que c'était finalement, je pense, l'image qu'il a eue jusqu'à très récemment, de par sa saison à Brooklyn. Ouais. Je pense que beaucoup de fans l'adoraient dans ce rôle-là. En plus, il a un style très particulier aussi. Je pense que d'un point de vue stylistique, ça plaît à beaucoup de monde. Donc, je pense qu'il y avait, mine de rien, il y avait ces attentes-là pour Russell qui ont un peu duré, qui ont duré aussi parce que Golden State, on s'est dit c'est pas un vrai contexte, on verra plus tard. Il y a eu la fin de saison à Minnesota quand il a été échangé, mais bon, c'était pas une vraie saison. Et puis ensuite, il y a eu la saison dernière un peu compliquée, et cette année, il y a peut-être aussi un nouveau regard à son propos, quoique il y a peut-être aussi des fans qui s'accrochent encore à cette idée d'un D'Angelo Russell première option d'équipe, c'est possible. Mais c'est vrai que petit à petit, on évolue de plus en plus sur un rôle loin de première option d'équipe et plutôt dans le moule d'un joueur gestionnaire, intelligent et qui met en valeur ses très bons coéquipiers que sont Towns et Edwards. Et du coup, tu finis aussi par citer quelques éléments de développement, peut-être des enjeux que sur lesquels Chris Finch pourrait appuyer concernant D'Angelo Russell. Alors effectivement, ouais, je mets des éléments qui, me semblent assez classiques, mais qui sont pour moi, on va dire, ce que tu peux attendre de mieux de lui à l'heure actuelle et dans cet effectif des Wolves. Peut-être que ce serait différent si tu avais un deuxième gros playmaker à côté et si Edwards se développe en tant que tel, mais pour moi, il y avait effectivement une notion de discipliner la sélection de tir. Tu le disais, en fait, les pull-ups, ça fait partie de son jeu, mais malheureusement, c'est pas ce dans quoi il excelle. Donc pour moi, finalement, tu attends qu'il tente des tirs en pull-up comme ça, vraiment un soir où son équipe est en difficulté, où il y a besoin de débloquer quelque chose. Mais l'avoir, tu vois, tous les soirs dans ce type de tir, finalement, tu aimerais, je pense qu'il arrive à réduire cette proportion-là. Et en fait, j'ai l'impression que ce que tu veux, c'est avoir un D'Angelo Russell qui soit peut-être plus un meneur de jeu plus classique,
et qui s'appuie plus sur son playmaking que sur en tout cas son playmaking pour les autres que pour son scoring. Et donc en fait voir plus d'Angelo Russell comme une star offensive, comme voilà tu le disais après la dernière année à Brooklyn, on s'est dit mais en fait c'est peut-être ça son rôle, mais en fait non, je pense que ça doit être une sorte de difference maker, mais qui s'appuie sur le fait d'avoir des joueurs peut-être plus forts que lui autour de lui en attaque, quoi. Notamment Karl Anthony Towns. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une vraie différence entre le scoring de Karl Anthony Towns qui est élite et celui d'Angelo Russell qui est plutôt finalement dans les moyennes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, c'est la fin de ton article, qui du coup m'amène moi sur ce dernier point à te poser une question dont on parlait tout à l'heure. Finalement, quelle est la marge de progression personnelle de Russell, sachant que il a 26 ans, que c'est pas non plus très vieux. Je pense qu'on est arrivé sur quelqu'un qui a atteint un peu un certain plateau, un certain plafond, je pense, et que autant le côté playmaker peut être augmenté, peut être optimisé, peut être valorisé, autant le côté scoreur, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais je pense que de ce point de vue-là, il faut plus s'attendre à voir Russell se développer en méga scoreur, quoi. Alors, je suis d'accord. Moi, effectivement, c'est un peu la conclusion que j'avais. C'est pour ça que je te demandais si toi, tu avais d'autres attentes, parce que moi, j'étais un petit peu sur cette idée-là que, là, il arrivait à un moment où c'était un plateau, donc tu pouvais pas t'attendre à ce qu'il y ait des progrès, on va dire, majeurs qui allaient changer son statut. Et d'ailleurs, je pense que son image à Brooklyn tient plus du fait que il était dans une équipe qui défendait plutôt bien, qui avait pas d'autres gros attaquants autour de lui, et qui était dans une conférence Est qui était quand même assez faible, et donc ce qui voulait dire beaucoup d'opposition avec des équipes moyennes. Mais là, dans un contexte plus compétitif, je pense pas qu'il y ait de grosses évolutions. Par contre, je me dis que c'est peut-être pas perdu, qu'à un moment donné dans sa carrière, peut-être dans 2-3 ans, il arrive quand même à progresser encore au shoot, à franchir notre palier. Et j'ai toujours en tête un peu cet exemple de me dire, on a quand même eu un Jason Kidd qui était pas un shooter et qui à la fin de sa carrière était un excellent shooter. Donc je pense pas qu'on puisse dire, voilà, aujourd'hui, il a 26 ans et il va pas progresser dans ce domaine-là, quoi. Je trouve que ce serait un petit peu trop catégorique de dire qu'il peut pas franchir des paliers, épurer son jeu et éventuellement juste progresser et gagner juste peut-être 2-3% et ça changerait la donne, quoi. Après, tu vois, moi, c'est pas tant le côté shoot qui m'inquiète au niveau de la progression. Effectivement, je pense que le shoot, de toute façon, c'est quelque chose qui vient avec l'âge. C'est pas pour rien que des DeRozan et Kevin Durant, qui déjà partaient de très très haut cette année avec l'âge et avec tout simplement la mémoire gestuelle, etc., deviennent des shooters sublimes. Et t'as parlé de l'exemple de Jason Kidd, c'est un peu la même chose. Donc je pense que le shoot avec l'âge, il va continuer à progresser petit à petit et va peut-être même devenir un jour un shooter excellent ou élite, hein. Ça c'est pas impossible, mais c'est vrai que ce qui m'inquiète beaucoup plus, moi, c'est le côté drive, parce qu'on part de tellement bas que à moins de changements spectaculaires, je vois pas trop à quel point, en tout cas si ça bouge pas, et il y a quand même de fortes chances que ça ne bouge pas trop, on est sur un joueur qui de toute façon ne va pas augmenter, quoi. En tout cas, son plafond, je pense, est proportionnel à sa capacité à aller au panier. Et pour l'instant, ça coince, et donc pour l'instant, son potentiel maximum, il coince. On en a parlé assez récemment. On a fait un podcast il y a quelques jours sur Brandon Jennings. C'était un peu ça la leçon à tirer de son cas, c'est que lui aussi, c'est quelqu'un qui prenait beaucoup de pull-up de manière inefficace et qui allait pas au panier du tout. Et c'est ça, je crois que sur les podcasts récents, j'ai quand même beaucoup insisté sur ce fait que l'importance du drive dans un profil et dans un répertoire de scoreurs de haut niveau, moi, c'est ça mon inquiétude. Autant le shoot, comme tu dis, je pense que il aura une place en NBA grâce à son shoot pendant très longtemps. Autant devenir un scoreur de gros volume et de bon calibre, je pense que c'est lié à sa capacité à aller au panier. Et ça, on a quand même pas mal d'éléments qui nous disent que non, il va pas trop progresser de ce côté-là. Ouais, il a un combo réticence au fait d'y aller et efficacité plutôt moyenne qui te font penser que il va pas progresser dans les deux. Et comme je disais, pas en partant de l'idée qu'à un moment donné, de toute façon, ses qualités athlétiques, qui sont déjà pas exceptionnelles, vont diminuer. Donc effectivement, je suis d'accord là-dessus. Si et c'est je pense le cas. Si son statut dépend de sa faculté à attaquer le cercle, oui, il faut pas s'attendre à voir d'Angelo Russell un jour gagner à la fois en volume et en efficacité. Ça paraît peu probable. Par contre, s'il arrive, on va dire, à devenir excellent à 3 points, il va peut-être arriver à franchir un palier, on va dire poser un danger sur la défense qui, pour son équipe, lui permettra de gagner, gagner en efficacité, permettre d'aller plus loin, quoi. C'est vrai que au-delà
du manque d'explosivité au premier pas, au démarrage. Il n'y a pas non plus beaucoup de verticalité au panier. Et surtout, il n'y a pas d'agressivité. C'est ça le problème aussi sur le drive, c'est qu'il n'y a pas du tout l'agressivité pour attaquer le panier, pour aller au contact, etc. Donc c'est vrai que ça limite pas mal de choses de ce côté-là. Et encore une fois, 26 ans, c'est tôt. Mais mine de rien, pour un prospect de ce calibre-là, c'est quand même assez tard, quoi. C'est tard aussi, ouais. Ouais. En général, on les indice, ils sont là, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai qu'effectivement, s'il avait eu, d'autant qu'on disait au tout début, en parlant de sa défense, il s'est quand même étoffé physiquement, il est plutôt grand pour son poste. Donc, on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, il allait, gagner cette capacité un peu à malmener son défenseur et à dégager quelques centimètres pour prendre un tir, mais ça vient pas. Et c'est vrai que quand tu regardes, par exemple, la taille de la Melo Ball, qui est pourtant plus chétif, il a, lui, je trouve, cette faculté, par exemple, à s'ouvrir le panier en allant batailler. Et ça, D'Angelo Russell, je vois pas pourquoi d'un coup ça s'élèverait chez lui, ça s'éveillerait chez lui à 27 ans, quoi. Et du coup, moi, j'avais une autre question pour toi. On en a parlé dans le podcast de l'écho des parquets qu'on a fait sur Minnesota il y a quelques jours. Et à la fois Antoine et Rafa étaient assez enthousiasmés par ce trio. Moi, un peu moins, mais du coup, j'avais envie de te poser la question. En admettant que les progrès de D'Angelo Russell vont être pas forcément limités, mais pas ultra conséquents à partir de maintenant, finalement, toi, qu'est-ce que tu penses de ce trio de Anthony Edwards, Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell? Est-ce que pour toi, c'est un noyau qui peut t'amener, en tout cas, où est-ce que tu penses que ça peut t'amener, cette structure d'équipe? Tout le problème déjà, c'est en fait, pour moi, je pense que la clé aujourd'hui, c'est quel est le plafond d'Anthony Edwards. Je pense que Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell sont des joueurs qui vont probablement encore progresser, mais qui sont quand même, on va dire, des prototypes un peu finis. Donc je pense que ça dépend d'Anthony Edwards. J'ai jamais été fan de ce type de profil-là. Et puis il y a la question, c'est en fait, si tu veux vraiment faire progresser ce groupe-là, il faut que financièrement aussi tu aies des possibilités de t'améliorer, il faut que tu aies les assets pour t'améliorer, alors que tu vas devoir payer Edwards dans pas si longtemps. J'ai du mal à voir ce noyau-là dépasser peut-être le premier tour ou la demi-finale de conférence, quoi. Je pense que pour moi, si je devais dire là comme ça d'instinct, je dirais que le plafond, c'est passer un premier tour face à une équipe qui est plutôt avantageuse en termes de match-up, mais non, j'ai jamais trop cru déjà en les Wolves, j'ai jamais trop cru en Karl Anthony Towns, donc c'est vrai que l'arrivée d'un joueur comme D'Angelo Russell qui a des limites évidentes, ça me, voilà, je suis pas spécialement emballé par ce groupe-là. Disons que, enfin, c'est ce que t'as dit, hein, la variable, ça va être Anthony Edwards, finalement. Et c'est peut-être lui qui va pouvoir faire augmenter ou pas le plafond. Mais ok. On n'est pas sur, a priori, on n'est pas sur un trio de superstars où tu peux figer dans le marbre et te dire, on y va avec ça, quoi. Alors ouais, non, et puis en plus il y a quelque chose d'un peu circonstanciel, c'est que là, bon, ils sont bien placés à l'Ouest, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont des absences. Est-ce que si l'année prochaine 2-3 équipes se remettent à performer, est-ce que les Wolves ont les capacités tout simplement à franchir des caps au même niveau que par exemple des Pelicans sans Zion, des Blazers mieux rééquilibrés, des Clippers qui vont récupérer Kawhi et Paul George? Je trouve qu'il y a une compétition assez forte et au milieu de ça, je les trouve pas extrêmement bien armés, donc pas super convaincu, malgré de beaux potentiels comme Vando ou McDaniels, je sais pas. Quelque chose me dérange. Ok. Écoute, merci beaucoup d'être passé sur le podcast pour parler de ce très bon article, encore une fois, qu'on vous encourage tous à lire. Donc, merci encore d'être venu, Jérémy. Écoute, merci à toi de m'avoir réinvité. C'était un plaisir comme la dernière fois. C'était un plaisir de pouvoir parler de cet article-là et de discuter avec toi, qui offre toujours des ouvertures, je trouve, excellentes, donc très agréable. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, évidemment. Donc voilà un peu pour D'Angelo Russell, et notamment pour son nouvel impact défensif très intéressant. Et par ailleurs, si vous l'avez pas déjà fait, je vous conseille évidemment d'aller lire l'article de Jérémy sur QI Basket, notamment pour tout ce qui est graphique et surtout les vidéos qui montrent vraiment D'Angelo Russell en train de réaliser des actions défensives. Donc voilà. La prochaine fois, alors comme vous avez vu, j'avais annoncé un classement des meilleurs supporting cast de NBA. J'ai eu 2-3 problèmes au montage, donc on repousse ça un peu plus tard.
Mais en attendant, la prochaine fois, on va se retrouver pour un format un peu particulier. La prochaine fois, on va parler d'un livre, le livre écrit par Seth Partnow, The Midrange Theory. Sur ce, donc, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Encore un grand merci à Jérémy d'être venu sur le podcast pour parler de son article, évidemment. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.